Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 17 mars 2025. Alors aujourd'hui, comme chaque lundi, on fera un petit point sur l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber cette semaine. Un gros point mercredi, mais sinon on n'aura pas énormément de données à part ça. Un petit point également sur les entreprises qui donnent leurs résultats. Là aussi, la saison des résultats est passée, donc c'est plutôt les petites valeurs qui donnent leurs chiffres annuels ou trimestriels. On regardera aussi les matières premières, les indices et quelques valeurs toujours intéressantes, notamment qu'on suit sur le portefeuille. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec l'agenda. Aujourd'hui, on a eu les ventes au détail aux États-Unis qui sont revenues moyennes. S'y attendait. On était quand même négatif, on était à moins 1,2% la dernière fois, le mois dernier. On attendait plus 0,6, on fait plus 0,2, confirmation du ralentissement de la croissance américaine. C'est pas non plus des chiffres délirants par rapport à ce qui était attendu et par rapport à ce qui était fait dernièrement. Mais on a toujours cette tendance aussi limite. Demain, on aura des chiffres notamment sur les permis de construire aux États-Unis et production industrielle. Également sentiment économique en Allemagne et en Europe. Et surtout mercredi, le gros de la semaine, parce qu'on aura la Fed. Alors l'inflation en Europe à 11h, mais surtout à 19h, la Fed qui va annoncer rien du tout. Parce que les taux d'intérêt ne devraient pas bouger. On est à 4,50, on va rester à 4,50, donc a priori, il n'y aura pas de surprise sur les mouvements de la banque fédérale américaine. On espère peut-être une nouvelle baisse. Et vu la baisse le ralentissement de la croissance économique américaine, ça pourrait arriver cette année. On le sait, les annonces sur les baisses de taux, dès qu'on a des chiffres un peu forts par rapport à ce qui était attendu, tout de suite c'est 5 ou 6 baisses des taux, et quand c'est l'inverse, c'est plus toute baisse des taux de l'année. La vérité, elle se situe généralement un peu entre les deux, donc on devrait quand même baisser les taux normalement encore en 2025, à savoir si ce sera cet été ou plutôt cet automne, mais on devrait toujours avoir quelques baisses parce que les États-Unis ont quelques soucis de croissance. Évidemment, c'est l'inflation qui pourra accélérer la décision de Jérôme Powell. Jeudi, on aura la même chose, mais en Grande-Bretagne, à 13h. Donc, décision des taux d'intérêt de la Bank of England. À 4,50 aussi, on ne devrait pas bouger sur les taux de la banque anglaise. 13h30, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et à la même heure, indice manufacturier Fed de Philadelphie. C'est un indice important, notamment sur le manufacturier, qui permet de voir un peu la santé du manufacturier. Ce sera un chiffre intéressant et peut-être probablement le seul, le plus intéressant de la semaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données cette semaine. Et également vente de logements existants à 15h. Au niveau des résultats, normalement on devra avoir Hoffman aujourd'hui. Demain à Système, Xpeng et Tencent. Mercredi on pourrait avoir Bastide, BMW et Porsche. Et jeudi on pourrait avoir Beneteau, Vetoquinol, Walix, Micron et Nike. Et vendredi Parrot éventuellement à surveiller. Alors on va faire un petit point sur les indices avant les matières premières, et donc la Chine toujours bien orientée. Alors elle fait pas de gros mouvements, de grosses vagues, mais on est toujours plutôt orienté légèrement à la hausse. On le voit sur les marchés chinois, notamment depuis le début de l'année. Donc toujours intéressant, je pense, éventuellement de s'exposer aux valeurs chinoises, ou attendre encore un mouvement un peu plus important et des annonces peut-être un peu plus fortes qui vont confirmer une amplification à court terme des valeurs chinoises. Mais pour le moment, on est toujours plutôt favorable. Le Dow qui prend plus 0,4 à la mi-séance et qui essaye de sauver un peu les 41 300 et puis la moyenne à 200 qui est sur les 42 000. Donc on est toujours à peu près sur ces niveaux-là. On a lâché quand même, c'est les 42 250, c'est celui-là. Est-ce qu'on va y revenir rapidement? La séquence qu'on a depuis une semaine est pas très favorable. Alors si on arrive quand même à tenir les 41 370 aux États-Unis, on pourrait éviter la grosse chute
Ça va dépendre toujours des annonces, notamment de Donald à la Maison-Blanche qui continue de faire un peu ce qui lui chante. Et puis le Nasdaq un peu moins bien aujourd'hui, moins 0,2. Là aussi, on a une séquence qui pourrait être inquiétante, mais on capitule pas encore hein, sur les valeurs technologiques. Ça tient pour le moment sur les 19 004 en gros. Donc c'est des niveaux clés à surveiller, mais tant qu'on les tient, on peut espérer une relance rapide des marchés américains. Mais pour le moment, on est plutôt en attente. On regarde les matières premières. Juste un point avant sur le Bitcoin. Pour voir quand même qu'on est en train de tenir, notamment le plus bas ici, la mèche du 28 février, on a méché à 78 000, on est revenu les tester, on le tient, donc pour l'instant on essaye de se rattraper à la moyenne à 200, on le voit, toujours sous toutes les moyennes, notamment celle à 20 jours, hein, on suit celle à 20 jours, donc toujours en correction, mais une correction qui est pas très forte, qui est pas très brutale, qui est longue, donc on est toujours plutôt optimiste sur le Bitcoin pour un retour. Alors, un scénario optimiste, c'est un retour assez rapide ici sur les 88-90 et cassé. Scénario un peu plus négatif, ça va prendre du temps et probablement au printemps avant de repartir. Mais sur le Bitcoin, oui, on est toujours plutôt favorable hein, pour le moyen long terme. Et pour le moment, la consolidation court terme n'est pas terminée. Donc, si on veut rentrer éventuellement, on attendra plutôt cette cassure ici hein, sur les 90 ou sur les 80 selon le moment où le Bitcoin va repartir. Et donc les matières premières avec notamment le pétrole rebond sur les 70. Hein. Les 70 c'est un peu le nouveau niveau support, niveau clé hein, sur le pétrole. Il faudrait une relance très importante hein, à la fois des États-Unis et de la Chine pour retrouver les 80-90, mais sinon c'est probablement ici entre les 70 et les 75, en gros 78, que le Brent devrait évoluer, sauf gros changements macroéconomiques. Donc là on est plutôt sur le bas. On verra aussi et on surveillera les parapétrolières éventuellement, hein, parce que si on a un petit rebond avec le rachat sur support, du pétrole, ça pourrait éventuellement aider les parapétrolières. Le cacao, moyen, parce qu'on espérait hein, ce travail-là. Alors, c'est pas encore, il n'a pas encore lâché. Hop, celui du jour. Mais on est en train quand même, entre vendredi dernier et aujourd'hui, on est en train de lâcher la zone qu'il fallait acheter pour faire repartir le cacao. Donc moyen, plutôt encore attendre. On va peut-être amplifier un peu cette zone et puis aller chercher éventuellement hein, des stops et des baisses plus importantes sur le cacao. Et c'est toujours trop tôt, je pense, pour le jouer. Mais on avait une fenêtre intéressante, mais qui est en train de pas se matérialiser, malheureusement. C'est un peu la même chose sur le jus d'orange. Le café, c'est plus simple, plus tranquille. On voit la conso qui est un peu plus longue et moins forte. Donc, une meilleure chance hein, de continuation de la hausse du café parce qu'il n'y a pas de vente brutale ici, on le voit. Hein. L'inversion de tendance, elle date d'ici quasiment sur les plus hauts et puis depuis, on perd quasiment rien. Donc, le scénario, c'est toujours celui-là sur le café. Attendre la fin de la consolidation, éventuellement ici, hein, sur les 341 et le redémarrage. Toujours haussier sur le café. Là, on est juste dans une conso court terme. Le cuivre, toujours haussier aussi. Hein, on est en train de dépasser, enfin, c'est ce niveau-là. C'était le niveau du plan de relance chinois au mois de septembre. On a mis du temps hein, pour y revenir. Et là, on est en train de le dépasser. Donc, les minières cuivre aussi devraient être impactés. Et le cuivre, hein, c'est... alors, on l'attendait avant. Hein, on attendait notamment fin 2024 le rebond et le retournement long terme sur le cuivre, on l'aura peut-être en 2025 enfin pour aller jouer au-dessus des plus hauts historiques sur le cuivre, hein, parce qu'il y a une grosse pression sur ce métal-là. Et ça devrait quand même enfin partir cette année. Le maïs qui est toujours baissier lui aussi.
avec son double échec ici, hein, sur son rebond du mois de mai 2024 et de février 2025, mais il a semblé trouver un support. Donc maintenant, ce qu'on va faire sur le maïs, c'est de la construction ici. Et à terme, on a des chances de jouer un retournement. Mais tant que c'est pas fait, on évite d'anticiper. Donc éventuellement attendre, acheter peut-être le support ou la cassure, hein, des niveaux clés, notamment les rebonds ici de mai et février. Gaz naturel, c'est toujours haussier, c'est toujours très volatile. Donc attention, hein, si on le joue en court terme notamment, mais il y a le retournement qui s'est fait, hein, sur le gaz naturel, qui devrait nous continuer de nous amener toujours un peu plus haut. Le jus d'orange, malheureusement, c'est pareil un peu que le cacao. Et la chute est très brutale sur le jus d'orange, donc il faut attendre également, hein, une réaction. Là aussi, on aurait pu espérer l'avoir ici, notamment fin février, début mars. Mais on continue de baisser sur le jus d'orange. Éventuellement, il y a le petit support ici sur le plus bas du mois de janvier 2024 qui pourra aider le jus d'orange à réagir pour enfin repartir. D'autant que les dernières annonces que j'ai vues sur le jus d'orange, c'était quand même pas terrible au niveau des récoltes. Donc, alors peut-être que le prix était un peu trop élevé et qu'il y avait de la spéculation sur celui-là, mais retrouver un cours du jus d'orange aussi bas, aussi rapidement, ça me semble surprenant. Donc plutôt tendance quand même à jouer le rebond là-dessus. Le palladium qui peine à repartir, mais on est toujours aussi plutôt haussier. On a des signaux de retournement long terme. Là aussi, le secteur automobile devrait aider quand il reprendra un peu plus fort. Le platine, pas loin de casser et de sortir fortement. Donc là aussi, hein, on surveille ces obliques-là, mais on vient les toucher. Techniquement, c'est très propre, hein, ce que nous met le platine. Donc on va travailler dans cette zone-là. Une zone d'environ 12%. Et normalement, on devrait la casser vers le haut. Donc plutôt favorable. Soja, on va pas le faire. L'or, toujours sur ses niveaux records. Donc attention, hein, alors les 3000 dépassés. On va peut-être encore les dépasser d'un petit peu. Psychologiquement, il va y avoir des prises de bénéfices importantes, je pense, qui vont arriver. Ça ne veut pas dire que l'or va baisser, que la fin de la hausse arrive, mais à court terme, ça pourrait impliquer de la volatilité. Alors peut-être même des gros chandeliers, mais peut-être pas une tendance et une dynamique franche. On risque d'avoir un peu du rouge-vert alterné ces prochains jours. L'argent, par contre, là, c'est favorable, hein. On l'a dit la semaine dernière, signal d'achat intéressant parce qu'on a cassé enfin les 32,50 qui nous embêtaient depuis un moment, notamment depuis la fin d'année dernière. Et là, on les a retestés très rapidement, très fréquemment et ça casse. Donc l'argent aussi haussier. Et pour un record plus haut historique sur l'argent, 35, je crois. Non, il n'est pas là. On avait fait 50. Je me souviens pas. On avait fait quasiment 50 sur l'argent, c'était en 2011. Ça fait un peu loin là peut-être, mais entre les 35 et les 50, hein, il y a une belle zone de jeu, je pense, et on devrait y aller sur l'argent en 2025. Donc les 50, peut-être pas, hein, on va pas être optimiste à ce point-là, mais les 35 et plus, il y a de grandes chances, hein, en 2025. Le sucre, toujours baissier sur le sucre, mais on a un support intéressant à jouer. Donc là aussi, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire le travail ici, avec le support sur les plus bas de août 2024 et janvier 2025. Et ce qu'on espère, c'est une sortie d'un côté ou de l'autre. On a une belle oblique, hein, ici depuis le plus haut de novembre 2023. Ou la cassure ici. Donc si on veut jouer le sucre, il faut attendre et probablement mai ou juin, on aura peut-être une sortie et une dynamique qui se mettra en place un peu plus forte, qu'on pourra jouer plus prudemment sur le sucre, le blé. Toujours baissier sur le blé. Alors on met quand même les étapes pour arrêter la baisse, à savoir le retour sur moyenne à 200, le dépassement de moyenne à 200, mais on retourne pas, hein, un graphe baissier comme ça du jour au lendemain, donc il y a tout le travail qui doit être fait.
le travail sur support notamment, et si les 550 tiennent, ce qui est en train d'être le cas, on peut espérer un retournement, mais là aussi ça risque de prendre du temps. Et enfin l'uranium, c'est pas mal l'uranium, hein. On avait mis le rebond ici, on s'est trompé juste d'une semaine. Il est arrivé une semaine après, mais il est bien arrivé sur le support ici, plus haut de juin 2023 et cassure de août 2023. Rebond de septembre 2024, c'est le niveau clé sur l'uranium. Et peut-être qu'on rebondit. Inversion de tendance, on retrouve un histo vert. On est à 30,02 sur le RSI. Donc on est en train de sortir de la zone sous les 30, après y être passé quand même quasiment un mois. Un peu moins. Donc peut-être la fin de la chute sur l'uranium. Et là, il y a peut-être aussi des ETF à jouer, hein, uranium, qui sont assez volatiles. Et ce rebond-là pourrait être intéressant, hein. Je pense à l'ETF VanEck notamment, qui est pas mal. VanEck uranium. Il a déjà rebondi, hein, il a suivi le mouvement. Et c'est peut-être pas fini. On a pris 7% là en une semaine. Et on pourrait aller jouer au moins encore 7 autres pourcents, voire une continuation un peu plus forte. Donc, si on veut jouer le rebond, on peut jouer. Et on a une entrée court terme maintenant, je pense, pour l'uranium. Et on a toujours une optique favorable sur le moyen long terme, hein, sur l'uranium. On va regarder le CAC 40. Avec une journée plutôt favorable. CAC 40 plus 0,5. On réagit bien. Alors, Donald n'a pas fait trop d'annonces, donc les marchés sont pas en PLS, mais il doit se reposer pour sa prochaine annonce qu'il va bientôt faire. Les marchés tremblent. Le CAC 40 donc rebondit un petit peu, mais toujours en phase de consolidation et d'attente un peu de catalyseur, et surtout un peu ce qui va se passer sur les douanes. Et la guerre commerciale, c'est l'enjeu majeur un peu qu'on a dernièrement. Donc, les dynamiques assez fortes sur le rebond qu'on a eu depuis novembre-décembre, je pense, sont terminées. Maintenant, il faut un nouveau catalyseur. Ça peut être la fin de la guerre commerciale, ça peut être une reprise de la Chine, une reprise des États-Unis, un secteur qui surperforme. Et pour l'instant, il y a pas tellement ça. Alors, il y a l'armement avec l'Allemagne notamment, mais sur le CAC 40, on n'est pas trop pondéré là-dessus. Donc, ça se verra pas trop sur les indices. On va regarder les grosses variations. Les bancaires qui s'en sortent plutôt bien, toujours. On est toujours un peu haut. Alors, il y a pas mal d'analystes quand même qui sont toujours acheteurs, hein, sur les bancaires, qui trouvent les bancaires un peu sous-valorisés, mais historiquement, hein, on retrouve des niveaux un peu incroyables quand même sur ces bancaires-là. Alors, on va enlever les dividendes. On a des plus hauts ici sur les 93, on est sur les 77. Et ajusté aux dividendes, on est sur des plus hauts historiques. Donc, moi, je suis pas fan pour rentrer maintenant sur le secteur bancaire. Veolia, toujours favorable. On arrive proche de la résistance, donc éventuellement des premières prises de bénéfices sur Veolia. On verra si ça se concrétise ou pas. Si on casse fortement, il y aura un signal de force pour continuer, mais sinon, il y aura peut-être des prises de bénéfices, un retour ici vers les 29,50 et puis une continuation de la tendance. On est toujours favorable, hein, sur Veolia, on l'avait dit ici, notamment le beau travail sur les 26 devrait nous amener vers les 31,5. Bah, c'est fait quasiment aujourd'hui. Et ce qui n'a pas trop marché, Kering qui continue, hein, avec la nomination de son nouveau DG qui n'a pas trop été apprécié, un peu sévère. On attendra le retour du luxe. On a vu, hein, des valeurs du luxe qui surperformaient. Richemont, Hermès, éviter de prendre Kering. Et Edenred, elle met en place toutes les étapes pour se retourner. Edenred, hein, c'est une belle valeur qui est trop décotée. Et le jour où on a un peu plus de clarification sur la législation, notamment des plafonnements de tickets restaurants, Edenred, elle pourrait repartir, hein. Là, elle a déjà tapé sa moyenne à 200 plusieurs fois, on le voit. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, là. Et on rend finalement quasiment rien. Donc, c'est toujours une valeur, je pense, à acheter, hein, pour jouer un retournement long terme et une fin d'année 2025, plutôt vers les 40, je pense.
Et il y avait quelques valeurs qu'on donnait, qui ont eu des grosses variations avec des résultats. Il y avait Esso. Je voulais en parler vendredi, Esso. Je ne l'ai pas fait. Gros canal haussier hein, sur Esso. Et dernièrement, elle a cassé ici sa moyenne à 200. Hein, alors que pas mal de pétrolières ont du mal. Donc là, on voit aussi une surperformance par rapport à son secteur. Donc ça peut être intéressant. Grosse journée aujourd'hui à quasiment 10%. Ça redevient intéressant, je pense, Esso, hein, avec pas mal de volume. Donc plutôt que du total ou des valeurs US, on voit que le secteur est assez disparate. Donc plutôt jouer les belles dynamiques, éventuellement comme Esso. On a également Virbac. Alors Virbac, ils ont donné leurs résultats vendredi. Et c'est plutôt bien. Alors, c'était plutôt acheté puis vendu. Donc on voit beaucoup de volatilité, beaucoup de volume, un peu d'hésitation, un peu sur la marche à suivre. Et finalement, le marché décide plutôt de l'acheter. On le voit aujourd'hui. Donc, on attendra éventuellement la confirmation demain, mais on a plutôt sur les 2 dernières séances, une tendance qui irait au retournement sur Virbac. Donc, on attendra parce que quand même, on a eu la grosse journée avec le gap haussier, mais qui n'a pas tenu vendredi. C'est pour ça que c'est pas totalement clair, mais on est plutôt quand même favorable et acheteur sur Virbac hein, si on tient la zone au-dessus des 310. On va aller se retourner et faire une belle année 2025 sur le secteur vétérinaire et animalier. Il y avait Tokinol aussi qui est pas mal. Donc là, Virbac donne des signaux très intéressants. Et enfin, ils ont pris donc 9%. SES qui continue. Alors, pas aussi volatile que d'autres, mais elle a une dynamique plus forte et il y a moins de spéculation. Donc SES, c'est assez fort. On revient sur la zone ici des 5,95. On a tapé l'objectif. Il y a eu un peu une petite mèche, pas grand chose, mais on est toujours haussier pour le moment. Alors c'est peut-être là à la fin parce que c'est une zone clé quand même, les 5,95. Mais on a énormément de volume. Alors les volumes sont quand même un petit peu en baisse dernièrement, donc ça plaiderait peut-être pour des prises de bénéfices, un retour un peu plus bas. Mais si ça se précise, hein, avec l'Europe qui achète un peu plus européen notamment, pour la défense et pour l'espace aussi, ça pourrait être favorable pour SES. Et éviter de rentrer hein, maintenant sur les 5,95, c'est pas forcément le plus intelligent, mais un petit retour ici autour des 4,80, ça pourrait être pas mal. Et enfin, on a Air France qui a pris 2% seulement, mais qui finit en vert. Et c'est peut-être ce qu'on attendait hein, sur Air France. On a eu le gros signal ici, c'était le 6 mars, avec une journée stratosphérique. Boum, plus 32% en une journée, avec un gap haussier de 6% le matin. Phénoménal, forcément prise de bénéfices. Il y a pas mal de zones là, un peu partout. Et est-ce qu'on va combler le gap ou pas? On revient sur les niveaux de gap qu'on n'a pas trop entamé, qu'on n'a même pas du tout entamé. Et là, c'est la première journée où on est dans le vert. Donc, on commence déjà à réagir. Donc, c'est bien. Parce que si on rend tout, quelque part, on tue un peu ce qui avait été acheté. Donc là, c'est normal de rendre une partie. Et il faut rendre le moins possible. Et si on est capable de garder une zone autour des 9,7, on va dire, ce sera pas mal pour Air France. Donc oui, si on veut jouer Air France, on a peut-être une première porte d'entrée aujourd'hui, hein, après l'énorme gap. Évidemment qu'on n'achetait pas. Hein, quand on se prend 32%, on rentre pas. Mais maintenant, oui, ça peut être plutôt favorable. Peut-être là aussi en plusieurs fois sur Air France de se placer. Et au niveau des valeurs abonnées, on avait... il y en avait pas mal. Alphen. Alphen, c'est long.
On a les 13,8 qu'on a un petit peu dépassé, hein, mais c'était un peu dur, qu'on redépasse encore aujourd'hui. Ça va mettre du temps, mais oui, éventuellement, hein, petit canal haussier en cours sur Alphen. Il est parti où lui? Ça demande du temps, mais il y a... C'est les volumes qui sont partis. Hop, mince. Alors, faut que je remette les volumes à leur place. Si j'y arrive. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Les volumes, ils sont revenus. Et ils sont pas là, les volumes, hein. Il n'y a pas grand-chose sur Alphen, donc il faudra plutôt attendre une petite explosion. Mais on sent que peut-être, oui, la baisse est finie. Maintenant, ça peut prendre du temps aussi, ces retournements. Et il y a pas mal d'étapes à mettre en place, notamment hein, autour de la moyenne à 200, comme d'habitude. Flow Trader, plutôt intéressant aussi. Et on peut noter sur Flow Trader, j'avais noté notamment le VIX, qui est l'indice de volatilité, pour voir des pointes ici, on le voit autour du 5 août. Et sur Flow Trader, 5 août, il est où? Hop, juillet. Et on a un rebond hein, après le 5 août aussi. Elle est assez corrélée à la volatilité. Et puis là, autour du 18 décembre et puis dernièrement du 11 mars, on retrouve octobre, novembre, 18 décembre. C'était surtout le 11 mars, je crois. Ouais, le 11 mars avec une grosse journée. Donc elle suit un peu les pics de volatilité qui influent beaucoup les marchés. Et Flow Trader, donc il récupère pas mal d'argent quand il y a pas mal de volatilité sur les marchés. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, hein, suivre le VIX ou les annonces qui apportent de la volatilité, c'est généralement bénéfique à Flow Trader. Maintenant sur le plan technique, on reste haussier. Et alors il n'y a pas des niveaux clairs ou assez marqués, assez proches. Donc on est un peu dans un no man's land là sur la valeur. Mais ça semble plutôt toujours intéressant. On a ce beau retournement. Éventuellement une tasse, mais elle n'a pas fait lance. Hein. Elle a fait un gap, donc plutôt un signe de force. Ipsos, j'avais déjà fait, je crois. Gap baissier, on revient tester le support. Ça semble repartir, mais il faut casser notamment cette zone-là, hein, autour des 50 ou des 48. Pour mettre en place les étapes de construction pré-retournement. Donc beaucoup de travail encore à faire sur Ipsos. Hein. C'est trop tôt, je pense, pour la jouer. Siemens Energy, j'en parle notamment dans la valeur, les valeurs allemandes. Donc regardez la vidéo. Steph. Ah oui, j'avais répondu en commentaire, je crois, c'était les marges hein, qui avaient déçu sur Steph. Le chandelier, il est énorme là. Quand on voit ça, c'est mauvais. Hein. On casse tout d'un coup, on perd dans la journée 8%. C'est dommage parce que la configuration elle était super belle avant ça, mais il y a les résultats qui sont arrivés qu'on tout flingué. Et derrière, ça tient pas. Donc, on est assez négatif et il faudra probablement quelques semaines ou quelques mois pour retrouver Steph favorable. Et jusque-là, on peut encore descendre, hein, peut-être ici, autour des 114, avant de réagir. Donc, ouais, quand on voit ce pic de volume, cette descente, cette brutalité dans la baisse, c'est plutôt inquiétant.
Et Xiaomi, toujours positif, hein. Xiaomi, on l'avait dit ici, plutôt à surveiller, voire à acheter. Elle est partie fort. Le marché chinois va plutôt bien. On espère peut-être une consolidation pour rentrer. Et une consolidation autour des 4,76, hein, des 5 en gros sur Xiaomi, si elle a lieu. Elle n'a pas l'air de vouloir. Donc là aussi, on est dans un momentum assez fort, ce qui peut expliquer peut-être, enfin ce qui peut valider peut-être un premier achat maintenant, mais pour plus de prudence, on attendra une petite conso et un retour un peu plus bas, mais qui n'arrivera peut-être pas. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être pyramider une position en plusieurs fois. Si on veut absolument rentrer sur Xiaomi, moi j'attendrai quand même plutôt un retour, hein, et un retest sur les 4,76. On visera les 5. S'il a lieu, ce sera acheté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actions qui vous intéressent, les questions si vous en avez sur la bourse, le trading en général, ou les actions qui vous intéressent. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus.